Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Carmat, je pense que, en effet, on en a beaucoup parlé. Comme je le disais à notre ami journaliste, bon, moi, quand Carmat est né, j'étais pas en France, j'en ai jamais entendu parler. Et je peux vous dire que jusqu'à il y a quelques années, personne ne connaissait Carmat à l'étranger. Bon, les choses ont changé. S'il est vrai qu'on a beaucoup parlé de Carmat, je pense qu'on ne sait pas grand-chose sur Carmat. Pour la simple et bonne raison que c'est un sujet très compliqué, et ce pour diverses raisons. La technologie pour commencer, la population cible pour continuer, et ses potentielles applications. Et je vais essayer de donner quelques explications un peu plus tard. Donc, voilà. Alors Carmat, déjà, c'est un management avec beaucoup d'expérience. Et ce qui est intéressant, les gens sont là vraiment depuis le début de l'aventure, et notamment Marc Grimet. Donc on parlait de la collaboration entre le laboratoire de M. Alain Carpentier et de ADS. Eh bien, M. Marc Grimet, parce que ce projet est né il y a très longtemps, était une des premières personnes, un des premiers ingénieurs que Jean-Luc Lagardère avait dédié à ce projet de Carmat au sein de Matra Défense. Et il est toujours avec nous, et c'est le chef de la recherche et développement. En ce qui me concerne, j'ai toujours travaillé dans le medical device ou dans le dispositif médical, comme vous disiez. J'ai travaillé toujours sur les innovations. J'ai eu la chance de participer à 2 innovations très importantes. La première étant le stent recouvert de médicaments, qui a changé l'histoire de l'infarctus aigu dans le monde entier. Maintenant, dans les pays développés, il est très rare de mourir d'infarctus, et ce grâce aux stents, et surtout les stents recouverts de médicaments. J'ai eu la chance, encore une fois, il y a 10 ans, de m'occuper de l'acquisition d'une société qui a donné le jour à une thérapie pour la valve mitrale, pour la régurgitation mitrale. C'est une thérapie percutanée qui s'appelle MitraClip, qui sauve des milliers de vies tous les ans. Et Carmat, c'était l'aboutissement logique, parce qu'avec les stents, on a permis aux gens, à l'espérance de vie moyenne, de passer de 65 à 75 ans dans le monde entier. Avec la réparation ou le remplacement des valves, eh bien, on a permis aux gens de passer de 75 ans en moyenne à 85 ans. Et maintenant, il se pose une question qui est très importante, parce que en revenant en France, quand je suis arrivé chez Carmat en septembre 2016, j'ai commencé un peu à potasser et voir un peu ce que pensaient les gens de Carmat. Et très souvent, j'ai lu des choses comme acharnement thérapeutique. Alors, je pense qu'il faut être conscient que depuis des années, déjà pour l'homme, le mal, hein, pas l'homme, l'humanité, la première cause de mort, c'est l'insuffisance cardiaque depuis très longtemps. Pour la femme, ce n'est vrai que depuis quelques années. Depuis qu'on a augmenté le dépistage des cancers du sein, maintenant la première cause de mort chez la femme également, c'est l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque avancée, donc c'est vraiment la maladie, la pathologie que nous traitons chez Carmat, eh bien ça sera vraisemblablement d'ici 10-15 ans la première cause de mort. Aujourd'hui, la prévalence, donc la population qui souffre d'insuffisance biventriculaire et qui aurait besoin d'un support d'un cœur artificiel est de 180 000 patients l'année. Quand la société est née, c'était 100 000. Donc il y a une explosion de l'incidence qui est égale à la prévalence, parce que les gens qui souffrent de support biventriculaire meurent dans l'année s'ils ne sont pas traités. Donc ça veut dire que dans 10-15 ans, clairement, il y aura une explosion de cette pathologie, parce qu'on vieillit mieux et on est mieux soigné. Et donc ce n'est pas un luxe, c'est une vraie question de société. Donc Carmat en bref, et on parlera, je pense, de concurrence dans certaines questions. C'est un projet, c'est peut-être le projet le plus ambitieux dans le dispositif médical. J'ai eu la chance de participer à des aventures très compliquées au niveau mécanique et au niveau de l'association de médicaments et de dispositifs médicaux déposés sur des polymères. Mais Carmat, ça vraiment dépasse toutes les limites. Notamment, ce qui est intéressant, quand on discute avec les FDA, ils veulent toujours avoir tous les documents par écrit. Notre software est fait de 30 000 lignes de coding, et les documents pour supporter le développement du software, on peut regrouper la définition du software sur 38 000 pages. Donc c'est vraiment une technologie qui est unique, et on a souvent des problèmes justement à l'expliquer, parce qu'on est en train vraiment de pousser les limites.
Donc c'est un sujet qui est vraiment apparu il y a longtemps, qui a été développé il y a longtemps. Donc il y a eu 15 ans de recherche et développement. Donc c'est Jean-Luc Lagardère qui gracieusement a donné accès à plus de 15 ingénieurs gratuitement pendant 15 ans. Et quand les technologies ont permis de pouvoir créer cette société en 2008, il y a eu un spin-off de ce groupe de recherche au sein de MBDA qui est devenu ensuite Carmat. Bien sûr, rapidement, une fois qu'on a développé des prototypes, on s'est rendu compte qu'il fallait des sommes extrêmement importantes d'argent pour pouvoir porter ce projet en avant. Et donc, on a fait appel à des fonds publics avec une IPO sur le marché français, sur Alternext en 2010. Première implantation sur l'homme en 2013. Là, encore une fois, on peut lire les données de manière différente. Moi, je pense que dans la médecine, il faut toujours être précautionneux et il faut toujours avoir des éléments de comparaison. Et la raison pour laquelle je me suis intéressé quand j'étais chez Abbott à Carmat comme une société potentiellement à acheter et personnellement en tant qu'investisseur et maintenant personnellement comme directeur général, il faut tout simplement suivre l'histoire de la cardiologie. Et quand vous regardez le premier implant qui a été fait en Afrique du Sud, le patient a vécu beaucoup moins que le premier patient Carmat. Donc quand on voit ça déjà, on peut comprendre que le potentiel de Carmat était très élevé. Donc 2013, première implantation chez l'homme. 2014-2016, on fait l'étude de faisabilité, donc c'est 4 patients. Et après avoir rempli l'objectif qui était de faire survivre ces patients plus d'un mois, donc on a commencé l'étude pivot, je vais y revenir. Et après mon arrivée, on a décidé d'internationaliser cette étude, car il est vrai que les centres d'excellence dans notre traitement ne sont pas en France, où il y en a très peu, et il y a des centres d'excellence qui se situent notamment au Kazakhstan et en Tchécoslovaquie, République tchèque, qui ont contribué à toutes les études les plus importantes au monde entier. À ce jour, nous avons 140 collaborateurs. Donc c'est un projet qui est très 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 lourd, qui demande beaucoup de ressources. Donc l'innovation, l'enjeu, je vous en ai déjà parlé, c'est très facile. Il y a une prévalence qui est énorme, qui va très rapidement entre les US et l'Europe dépasser les 200 000 patients. Et ce chiffre croît à une vitesse exponentielle. Et il n'y a que 5 000 greffons l'année. Donc il n'y a pas de donneur, pour la simple bonne raison, c'est que bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont compatibles et on n'arrive pas à avoir beaucoup de greffons. Ça demande des circuits très compliqués et très peu de pays ont des circuits performants de greffons pour la transplantation cardiaque. Ce projet est unique et il est né grâce à un concours de circonstances heureux. Donc c'est vraiment, il est né de l'amitié de 2 hommes, de 2 visionnaires, de 2 entrepreneurs, de M. Carpentier et M. Lagardère. Et la discussion a été très simple. C'était Lagardère qui demandait à Carpentier, après l'invention de la valve bioprothétique, que veux-tu faire? Il a dit aux États-Unis, c'était il y a 30 ans, il y a quelqu'un qui est en train de faire un cœur artificiel, mais ça ne marchera jamais parce que ça ne fonctionne pas comme un vrai cœur humain. Donc moi, je veux faire une technologie qui va fonctionner comme un cœur humain. Sur ce, Lagardère aurait répondu, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire un cœur artificiel? Ben, écoute, c'est extrêmement difficile. Il faut faire un implant que l'on doit mettre dans le thorax du patient et qu'on ne pourra toucher, qu'on ne pourra jamais toucher. Et donc là, Lagardère a répondu, ça tombe bien, c'est ce que je fais tous les jours, je fais des satellites. Une fois qu'on envoie ces engins en orbite, on ne peut plus les toucher. Donc c'est là qu'est née l'idée de collaborer ensemble. La vision, chez nous, elle est très simple, c'est de devenir la première alternative à la transplantation cardiaque. Donc aujourd'hui, le gold standard, comme on dit en anglais, c'est vraiment le cœur humain. Il y a des patients qui ont vécu plus de 20 ans, donc ça fonctionne. La première année est difficile, il y a des cures anti-rejet très difficiles, mais la transplantation fonctionne très bien. Notamment, j'étais au Kazakhstan il y a 2-3 semaines, j'ai vu la première transplantation qu'ils ont fait il y a des années, et le patient va très bien. Donc la transplantation, c'est clair que ça fonctionne très bien. Malheureusement, il n'y a pas de greffon. Et c'est là le vrai problème. Il n'y a pas de traitement disponible, ou très peu. Donc, il y a 2 types de traitements. Donc, nous, on fait de l'assistance mécanique. Donc, on soutient le cœur en pompant le sang et en le faisant sortir du cœur. Donc, vous avez 2 types d'assistance. Vous avez l'assistance ventriculaire, donc qui s'occupe que d'un seul ventricule. C'est l'assistance ventriculaire gauche en général. Il y a 2 sociétés. D'ailleurs, il y a 2 jours, il y a des données très intéressantes qui ont été présentées. Et je suis heureux de voir qu'il y a des évolutions très rapides dans ce champ.
et d'applications. Et on voit que notamment Thoratec a des données de plus en plus intéressantes. Donc, on arrive à soutenir assez bien les patients en début de classe 4 d'insuffisance cardiaque. Maintenant, le vrai problème, c'est pour les patients qui souffrent des deux ventricules. Et aujourd'hui, il y a cette vieille technologie dont je parlais, dont s'est inspiré Alain Carpentier, qui est très vieille et qui malheureusement voit son utilisation baisser de jour en jour. Et on pense qu'aujourd'hui, il s'en implante dans le monde entier 5 par mois. Donc c'est un projet qui est voué à disparaître à terme, et ce parce qu'il n'est pas du tout confortable, il fait beaucoup de bruit et les patients au bout d'un an ont envie de quitter le système. Donc ce n'est pas un système qui est utilisable aujourd'hui. Donc il n'y a pas de cœur artificiel aujourd'hui disponible, ou un vrai cœur artificiel pour le futur, alors qu'il y a beaucoup de projets. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un produit qui remplit cette fonction. De quoi a-t-on besoin ? Le premier besoin, c'est la biocompatibilité. Parce que toutes les technologies actuelles souffrent de biocompatibilité et donc ils ont besoin de beaucoup d'anticoagulants et il y a beaucoup de problèmes de thrombose. Le deuxième problème, c'est la qualité de vie. Parce que c'est très bien qu'on vous mette une pompe, mais malheureusement, la pompe n'est pas intelligente. Donc on met un flux fixe, ce qui fait que les gens sont limités dans leurs efforts. Donc ils ne peuvent plus vivre comme ils ont eu l'habitude de vivre. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et bien sûr, le troisième problème, c'est le problème de la disponibilité des greffons et d'une vraie solution qui est comparable à une transplantation de cœur humain. Donc, pour nous, et pour moi qui ai travaillé dans la cardiologie depuis 25 ans et qui ai participé à toutes les aventures du stent au MitraClip, et bien pour tous les stratégiques, tous les acteurs de la cardiologie moderne en dispositif médical, le dernier dispositif médical, avant les thérapies géniques ou le tissue engineering, ça sera le BIVAD ou le cœur artificiel. Ça, c'est le dernier gros device en cardiologie. Donc ça, c'est important, d'où l'intérêt des sociétés qui sont les acteurs du système aujourd'hui, qui sont toutes américaines, Abbott, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Edwards et Medtronic. Donc le cœur artificiel, il est extrêmement intéressant, extrêmement compliqué, extrêmement articulé. Donc c'est vraiment une technologie qui est vraiment unique. Et peut-être, ici, j'anticipe peut-être une question, mais je pense qu'on a au moins 10, voire plus de 10 ans d'avance sur un potentiel concurrent qui nous poursuit. La première raison, c'est les besoins financiers. Quand même, on a quand même consommé plus de 160 millions d'euros jusque maintenant. Et ce sont des sommes qui sont très difficiles à trouver sur le marché sur un projet aussi compliqué à long terme. Le deuxième point, c'est le mariage de technologies qui n'appartiennent pas au dispositif médical. Donc on parle de mécanique de haute précision. Donc les pompes viennent de chez Eurocopter. On parle d'électronique. L'électronique dans le device, ça vient d'où ? Du pacemaker, du défibrillateur, mais c'est très simple. Ça n'a rien à voir avec notre électronique. On utilise l'électronique embarquée dans les missiles de Matra. Également, quand on parle de logiciel, ça n'a rien à voir avec un défibrillateur, un pacemaker où on met des seuils. On a une électronique intelligente. On a un software de 30 000 lignes qui permet au device, au dispositif, de s'adapter aux besoins du corps en temps réel. On a une fréquence d'1 kHz. Ce qui fait que comment ça fonctionne très rapidement. Alors, je vais vous montrer. Alors, on a 3 capteurs de pression qui, chaque milliseconde, mesurent la pression en entrée dans le cœur. Chaque 500e de seconde, cette information est traitée par le software embarqué et dit aux membranes à quelle vitesse elles doivent bouger pour éjecter le volume de sang nécessaire. Et chaque millième de seconde, pour être précis, nous mesurons la position de la membrane pour savoir si on éjecte le bon volume de sang. Ce qui fait qu'on est capable d'adapter le volume de sang nécessaire au corps en temps réel, chaque 2 cycles. Donc si je fais comme ça, je reçois déjà le volume de sang nécessaire. Et ça, personne ne sait le faire. Alors le système porté, c'est important. C'est une des limites aujourd'hui du système et c'est la limite de tous les systèmes en assistance mécanique. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, il n'existe pas des piles implantables qui permettent de faire fonctionner le système. C'est vrai pour tous les systèmes. Est-ce que dans le futur, ça existera ? Oui, j'en suis convaincu. Il y a beaucoup d'études sur l'induction, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est une configuration portée. Si vous vous en rappelez, on a eu des problèmes de manipulation sur le premier patient de l'étude.
Aujourd'hui, nous changerons le système qui va changer le mois prochain. C'était un cas isolé, très difficile à comprendre, mais c'est quelque chose avec lequel vivent tous les patients qui sont traités aujourd'hui d'assistance ventriculaire gauche. Les avancées cliniques, ce qui était très intéressant et très encourageant, c'est qu'en 2012, on a montré que toutes les hypothèses de travail auxquelles avait pensé Carpentier 20 ans auparavant avaient été confirmées sur les animaux. Donc pas d'hémolyse, donc une qualité de sang préservée, pas de thrombose, pas d'embolie cérébrale, pas d'infarctus rénal. Le programme clinique, très simplement, eh bien, nous avons fait une étude de faisabilité. Alors certains diront, et certains ont dit, ce sont des petits chiffres. Oui, clairement, ce sont des petits chiffres parce que chaque prothèse coûte des centaines de milliers d'euros. Donc c'est un problème de survie du projet. Donc soit on pense, et il faut être réaliste dans la vie, on ne traite pas d'une valve ou d'un stent. Ce sont des dispositifs qui sont extrêmement coûteux et difficiles à développer. Donc c'est un problème de survie du projet, donc c'est un problème de risque-bénéfice. Donc c'est la raison pour laquelle on s'était mis d'accord avec la NSM sur 4 patients avec une survie à 1 an, à 1 mois. Survie à 1 mois, pourquoi? Parce que les patients qu'on avait traités à l'époque avaient une espérance de vie d'1 jour, voire quelques heures. Je pense notamment au patient 3 qui avait vraiment une survie potentielle de quelques heures. Ça s'est joué à quelques heures pour sa survie, pour pouvoir le traiter. Cet objectif a été largement rempli. Si vous vous rappelez, le patient 2 avait survécu 9 mois et le patient 3, 8 mois. Et le patient 3 était mort de problèmes de comorbidité. Donc on a pu commencer l'étude pivot. L'étude pivot qui, on le pense, aura un objectif de 20 patients. Donc on a mis 15-25, mais on pense que ça sera 20 patients. Et l'objectif est une survie à 6 mois, qui est l'objectif habituel dans les études d'assistance mécanique. Bien sûr, notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, avant l'Assemblée générale, où on donnera plus de données, quelles étaient les données de la faisabilité? Déjà, on a 100% de succès de procédure, ce qui est la première fois en cardiologie. Si vous prenez les valves aortiques, valves mitrales, il n'y a jamais eu 100%, donc on maîtrise très bien la chirurgie. 50% de survie à 6 mois, et ça c'est l'objectif qu'on a avec des patients très malades, et c'est l'objectif qu'on a maintenant pour le marquage avec des patients moins malades. Ça c'était le patient 2, donc c'est un patient qu'on traitait qui ne marchait plus depuis des mois. Donc là vous voyez, il ne marchait plus du tout depuis des mois, donc c'est un patient très malade. Et on l'a ramené à 4 km par heure au bout de 5 mois. Et ce qui est intéressant, bien sûr, on a parlé longtemps avec lui, on avait fait des vidéos. Vous voyez ce qu'il dit, c'est que dès le premier jour que j'ai été opéré, je me suis senti revivre. Je n'ai pas eu l'impression de porter quelque chose d'étranger. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vrai pour tous les patients. Et ce nouveau cœur m'a transformé, m'a remis en selle. Donc, c'est quelqu'un qui a pu retourner à une vie quasiment normale. L'étude pivot accélère, donc ça a été un choix important, c'était d'impliquer des centres, les centres d'excellence européens. Donc je sais que ça semblait exotique pour beaucoup d'entre vous et beaucoup de gens, mais Astana, au Kazakhstan, c'est le centre d'excellence en Europe. C'est même là où les centres américains, avant de commencer les études aux États-Unis, vont pour se former. Donc des ressources incroyables et une salle d'opération incroyable comme on n'en a pas en France. La même chose pour IKEM. Donc IKEM, c'est une salle incroyable. IKEM, vous avez le leader de l'étude HeartMed 3 chez Abbott. Donc ce sont des centres qui ont des volumes extrêmement importants et qui ont une expérience incroyable. Donc clairement, ils nous ont beaucoup apporté dans cette seconde phase. Et nous avons ouvert récemment le Danemark, Copenhague, où vous avez un centre d'insuffisance cardiaque qui fait partie des plus importants au monde entier. Et comme je le disais, nous attendons très prochainement l'ouverture de plusieurs autres centres. Ça, c'est les premiers 5 patients. Donc, on avait voulu démontrer qu'on pouvait permettre aux patients de sortir de l'hôpital assez rapidement et de pouvoir vivre normalement. Ce qui est intéressant, et c'est vraiment ça, c'était l'enjeu, et c'est là qu'on peut souligner vraiment la vision du professeur Carpentier, parce qu'il y a 30 ans, c'est un peu quand Hergé avait écrit sa bande dessinée Objectif Lune, tout le monde le prenait pour un fou, pour un visionnaire, et après la fusée a été inventée, et l'homme aurait été, certains n'y croient pas, mais aurait été sur la Lune d'ici là. Donc là, c'est la même chose. Il y a 30 ans, Carpentier pensait
un dispositif qui aurait permis de reproduire le cycle cardiaque humain. Et bien c'est ça, c'est la moyenne des flux sanguins du premier patient de l'étude CE. Et vous voyez, c'est durant les 24 heures de la journée, c'est la moyenne des 30 premiers jours. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que pendant la nuit, ben, il a un flux sanguin qui est similaire au vôtre, en tout cas je l'espère, et donc de 4,7 litres. Et puis après, bon, comme il était à l'hôpital, bien sûr, il se levait un peu plus tôt. Et donc à 6 heures du matin, vous voyez, il commence à marcher et il consomme plus de sang, etc., etc. Donc on a été capable, et on est capable, grâce à ce software qui module le flux sanguin par rapport aux besoins en temps réel du corps du patient, on est capable de reproduire un cycle circadien d'un patient lambda. Donc la synthèse jusque maintenant de l'expérience clinique, c'est 7 sur 100% de succès à l'implantation, 6 cas sur 7 de cas de survie à 1 mois, en sachant que la personne qui était morte avant 1 mois était morte de complications dues à des comorbidités et en nul cas liées à un problème de cœur. On a aujourd'hui plus de 2 ans de... Dites voir. Ah, pardon. Oui, alors les patients que nous avons traités dans l'étude de faisabilité avaient des comorbidités, donc ils avaient beaucoup d'autres maladies associées, notamment des insuffisances rénales. Et quand vous avez une insuffisance rénale de longue durée, il est extrêmement difficile, voire impossible, on le savait, de rétablir la fonction rénale. Et donc cette personne est morte de complications. Et donc il y a eu des problèmes à l'hôpital liés à cet épisode. Donc on a plus de 2 ans de support cumulé, beaucoup plus maintenant. Maintenant on a la chance d'avoir plusieurs patients qui ont été traités en même temps. Donc on est en train d'accumuler à une vitesse accélérée beaucoup d'informations. On n'a pas eu de défaillance de dispositif depuis le patient 2. Nous avons d'ailleurs 8 prothèses qui sont en train de tourner pour le marquage CE et potentiellement les FD dans le futur, qui n'ont eu aucune défaillance, et on a démarré en avril de l'an dernier. Absence d'événements neurologiques, ce qui est unique pour ce type de dispositif, donc on n'a pas de thrombose. Très bonne tolérance par rapport à l'anticoagulation, donc c'est un dispositif grâce au tissu bioprothétique qui ne requiert pas beaucoup de thérapie anticoagulante. On a bien sûr démontré que le patient peut retourner à domicile tranquillement, et le système permet l'autonomie du patient. Patient 2 et 3 allaient tranquillement faire du vélo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Ces derniers mois, la reprise de l'étude en France, l'arrivée d'un directeur de production, ce qui était clé pour nous aider à, bien sûr, installer une production plus stable pour la production de notre cœur Carmat. Un directeur marketing pour nous aider à penser justement à l'expansion commerciale une fois le marquage CE obtenu. L'obtention de l'autorisation à démarrer au Kazakhstan, en République tchèque, avec le traitement dans la foulée de 2 patients au moins. La signature de contrats de partnership avec des partenaires technologiques importants tels que Adobe. Une levée de fonds qui est très importante, bien sûr, parce que, comme vous le disiez auparavant, nous ne sommes pas commercialisés, donc bien sûr, nous sommes en mode d'investissement. Et récemment, une autorisation à démarrer au Danemark. Donc, le site de production, les photos sont assez vieilles. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller à Bois d'Arcy. C'est juste à côté du site Ilty. Donc, on peut rentrer dans le parc facilement. Ce n'est pas fermé. Maintenant, on ne peut pas rentrer dans nos locaux, mais vous pouvez les voir. Donc, les locaux sont prêts et on va bientôt avoir un audit de DECRA. Et vous voyez quelques images de robots. Donc, ça, c'est également, ce n'est pas un détail. On est la seule société en medtech qui utilise des robots aussi avancés. Et ça nous change la vie. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas du tout un luxe. Ça change tous les process. Donc pour la membrane, par exemple, on avait 90% de rebut. Maintenant, on a 5%, voire 0. Et ça nous prend 10 minutes au lieu d'une semaine. Donc c'est vraiment des avancées assez incroyables qui n'existaient pas jusque maintenant dans le monde de la medtech. En général, si vous allez visiter des grosses sociétés telles que Johnson et Abbott, vous verrez des lignes d'opérateurs qui travaillent à la main avec des microscopes. Donc, flexibilité financière renforcée. On avait une trésorerie de quasiment 61 millions d'euros au 1er janvier. Et on a toujours la possibilité d'accéder à une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Chevreux.
Donc les étapes, elles sont extrêmement simples. On a voulu un peu simplifier les informations pour les gens. Donc notre but aujourd'hui, c'est d'ouvrir d'autres centres, bien sûr, très bientôt, très prochainement. Finaliser l'étude clinique pour le marquage CE cette année. Commencer l'étude clinique aux États-Unis cette année. Et ouvrir l'usine nouvelle, si j'ose dire, dans quelques mois. L'an prochain, c'est finir l'étude clinique pivot de faisabilité aux États-Unis, étendre les capacités de production et bien sûr le marquage CE. C'est vraiment l'objectif, si vous devez en retenir un ce soir, c'est l'objectif, c'est le marquage CE en 2019. Donc Carmat, c'est une société structurée pour devenir un leader dans son domaine. Donc c'est une innovation, clairement, vous l'aurez compris, de rupture. C'est une réponse crédible à vraiment l'insuffisance cardiaque biventriculaire. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, on s'acharne avec les médicaments le plus longtemps possible. C'est toujours un peu le conflit entre les experts d'insuffisance cardiaque et ceux qui traitent, donc les cardiologues interventionnels ou les chirurgiens. Ce sera un débat qui durera encore des décennies. Enfin bon, ça bouge. On a fait des avancées notables sur le plan clinique et technique pour arriver au marquage CE l'an prochain. On a un soutien financier important qui va nous permettre de dérouler notre stratégie en toute tranquillité. Et on accélère bien sûr le mouvement de transformation pour nous aider à commercialiser la technologie. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, toutes vos interrogations aux deux patrons dont nous avons la chance de recevoir aujourd'hui. Bonjour, moi je vais revenir un peu sur l'intervention. On va commencer par la première. Carmat, vous nous expliquez toutes ces multiples installations dans le monde. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, ou alors j'ai quelque chose que j'ai loupé, c'est qu'on ne produit que très peu de cœurs pour l'instant. Alors, toutes ces implantations pour un futur développement, est-ce que ce n'est pas trop anticipé et donc que ça ne bouffe pas trop d'argent avant qu'il y ait tous les accords pour pouvoir exploiter le produit. Parce qu'avec les moyens, c'est que je l'ai compris, avec les moyens que vous voulez utiliser pour produire ces cœurs, ça va aller relativement vite. Il n'y a pas besoin des hangars avec des convoyeurs pour transporter toutes les petites pièces qu'on va monter dedans. C'est quand même de la micro. Donc, je ne comprends pas toutes ces implantations que vous êtes en train de faire partout. Bon, je voudrais bien comprendre un peu. Et puis, deuxième présentateur. Alors, il ne nous a pas dit pourquoi en France, on est encore les parents pauvres. Alors, ça intéresse tout le monde, et nous qui sommes quand même, alors peut-être pas à la naissance du produit, je ne sais pas les origines qui a fondé cette société, de quel labo toutes ces connaissances sont sorties. Mais bon, vous êtes quand même ici. On parle français, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français dans la maison. Et on est les parents pauvres. Alors, pourquoi on est les parents pauvres? Voilà. Alors, moi, ce que j'ai retenu de votre question, qui était longue, donc pourquoi on fait des implantations à l'étranger? Alors, c'est une très bonne question. Je me suis posé la question pourquoi on les faisait en France avant tout quand je suis arrivé, donc ça peut paraître bizarre. Donc, je suis quelqu'un de très pragmatique, je viens de la campagne, je fais preuve de bon sens. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc, moi, mon approche, c'est ne pas réinventer la roue. Et donc, moi, je suis assez bête. Donc, j'ai pris l'expérience de nos amis et concurrents, Abbott et Medtronic, et je leur ai demandé, mais où avez-vous fait vos implantations pour avoir le marquage CE?
et ils m'ont tous dit, regarde, l'herbe verte n'est pas en France dans cette catégorie de thérapie, mais elle est ailleurs. Alors j'aurais dit, elle est où? Et on m'a dit, elle est au Kazakhstan, à Astana et à Prague. Et c'est là où on a redémarré. Et si vous allez lire les études cliniques HeartMate et de la société Heartware, ce sont les centres qui ont contribué le plus en volume et en qualité à ces études. Alors vous allez me dire pourquoi. Alors il est clair qu'en France, on compte parmi, bon, Sacha a cité Stanford, mais il n'y a pas que les États-Unis. Hein. On a de très bonnes universités de médecine en France. Je pense que c'est simplement, et Sacha parlait d'un potentiel dîner avec la l'HAS, donc c'est un peu lié tout ça. On a un terrible manque de moyens. Il ne faut pas oublier que depuis 10 ans, il y a des coupes sombres très fortes sur les dépenses de santé. Et quand j'y dépense, c'est un mot que je pèse, parce que je pense que ça devrait être des investissements. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat très, très, très long, mais je pense qu'on pourrait investir beaucoup mieux l'argent dans la santé. Il y en a beaucoup. On dépense 10% de notre PIB en santé. Je ne pense pas qu'il est bien investi. Donc, les centres français, malheureusement, n'ont pas accès, depuis 10 ans en cardiologie, aux technologies. Et donc, il y a une courbe d'apprentissage. Et en ayant des volumes bas, ils n'ont pas l'expérience requise pour avoir des très, très, très bons résultats. Et quand on fait une étude pivot, il faut tout contrôler. Et je dois dire, après les premières expériences qu'on a eues dans ces 2 centres, on est très satisfait parce qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de personnel. Et vous avez regardé tous les reportages que vous voyez depuis maintenant des mois à la télévision. Je pense que c'est vraiment une vraie vision de ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, des gens fatigués, pas beaucoup de ressources. Et il y a beaucoup d'études qui ont été publiées les 5 dernières années qui montrent qu'il y a une très forte corrélation entre la mortalité dans les hôpitaux et le nombre d'infirmières. Donc c'est pas plus... moi j'étais au Kazakhstan il y a quelques semaines et à 11h du soir, au lit du patient, il y avait 2 chirurgiens et une infirmière. Je pense que c'est très difficile à matcher comme performance aujourd'hui, pas par le manque de volonté du personnel, mais tout simplement par le manque de personnel. Donc c'est aussi simple que ça. J'ai une question pour Carmat. Quelle va être votre politique de communication? Vous avez donc des essais qui ont déjà commencé au Kazakhstan et à Prague. Comment allez-vous communiquer? Est-ce que ce sera comme le passé à l'occasion des implantations que vous avez faites dans la première période, ou bien est-ce que ce sera plus discret? Alors, donc on a communiqué là-dessus. Donc, non, le principe de base, il est assez simple. Donc déjà, c'est une étude clinique. Donc il y a des normes à respecter et on ne parle jamais des patients. Bon, ça avait été discuté. Donc la communication est très simple. On s'est engagé à communiquer chaque approbation dans de nouveaux pays et chaque première implantation. Alors là, on en a parlé souvent parce qu'on est une société publique et on doit préserver un accès égal à chaque actionnaire. Et le fait est, quand on fait une implantation, on doit vraiment faire appel à beaucoup de ressources. Donc c'est une information qui devient publique très rapidement. Au moins la première implantation, on a besoin de différents médecins, on a besoin de proctors, on fait appel à beaucoup de personnes. Et surtout, les gens dans un hôpital, il faut comprendre que démarrer un programme comme Carmat, c'est beaucoup d'efforts, c'est mettre en place, c'est de faire beaucoup de training, c'est venir en France plusieurs fois à l'HEGP, s'entraîner sur l'animal, refaire un training. Donc c'est vraiment mobiliser beaucoup de ressources. Et le succès d'une première implantation, bien sûr, c'est un orgueil sans pareille mesure pour chaque centre. Et donc c'est très difficile de leur demander, même si c'est écrit dans le protocole, de ne pas communiquer. Donc d'un commun accord avec chaque centre, on s'est mis d'accord, on a dit oui, on vous permettra de communiquer la première implantation. Ça s'arrêtera là. Maintenant, outre l'approbation réglementaire et le premier implant dans chaque centre, on s'est engagé également, bien sûr, à parler du recrutement. Donc le 5 avril, on aura notre assemblée générale à Vélizy, au Best Western. Vous êtes invités pour nos actionnaires à y participer. Et nous dirons à quel niveau nous sommes en termes de recrutement par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc ça sera à peu près les données. Donc qu'est-ce qui va se passer cette année? C'est qu'on profitera des podiums dans les congrès scientifiques pour dire on est à 35%, 50%, 60%. Le but étant bien sûr de finir l'étude
cette année si possible, en sachant qu'en études cliniques, ce n'est pas la vitesse qui doit prévaloir. Donc le but, c'est d'avoir une étude clinique positive. Donc je pense qu'aujourd'hui, grâce à l'expérience que nous avons vraiment accumulée ces derniers mois, qui est unique, parce que ces derniers mois, on a accumulé beaucoup d'expérience, on a beaucoup appris, et je pense qu'on a une très bonne compréhension de ce qu'on doit faire pour pouvoir arriver à un résultat positif. S'il vous plaît. Toujours pour Carmat, mais est-ce que votre objectif aux États-Unis, c'est de faire un certain nombre de patients puis avoir l'approbation de la FDA, ou est-ce que ça va faire partir de l'ensemble des patients dans le monde? Donc, c'est la première question. Et la deuxième question, mais pour vous deux, c'est pour discuter du parcours boursier actuellement médiocre. Autant je peux comprendre pour Carmat, parce que l'avenir est encore long, c'est pas tout de suite que vous gagnerez de l'argent. Mais pour vous, monsieur Monacal de cette visio, vous êtes déjà très avancé, vous gagnez de l'argent en fournissant les services. Pourquoi l'action a baissé autant? Alors, pardon, excusez-moi. Donc, pour les États-Unis, j'espère que les patients américains ne contribueront pas au recrutement de l'étude pivot européenne. Pour la simple et bonne raison que ça voudrait dire qu'on n'a pas fini l'étude pivot en Europe. Donc, j'espère qu'on aura fini l'étude en Europe et que les patients américains compteront pour la faisabilité aux États-Unis seulement. Mais techniquement, vous avez raison, si nous n'avions pas fini alors que nous démarrions l'étude aux États-Unis, les patients américains pourraient être comptabilisés dans l'étude européenne. Mais on espère, en tout cas le plan, c'est de finir l'étude européenne avant de commencer l'étude aux États-Unis. L'étude aux États-Unis, comme nous l'avions dit, on aimerait la démarrer également cette année, en tout cas d'ici la fin de l'année. Le parcours boursier de Carmat, alors vous savez, Carmat, et je suis totalement d'accord, on en a parlé d'ailleurs avec notre ami journaliste, je pense que moi quand j'étais étudiant, j'allais, je me rappelle, en Italie en train, et pendant la nuit je me réveille, j'étais à côté de Gênes, et une personne de 70 ans, un Américain, éveillé, me parle, me dit « Bonjour, comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Je travaille chez Johnson & Johnson. » Et cette personne de 70 ans me dit « Ah, j'ai des actions depuis 30 ans. » Je pense qu'en France, encore, les marchés ne sont pas matures. Et je pense qu'il y a un manque d'éducation. Et d'ailleurs, quand vous... c'est un problème d'habitude. Quand vous signez sur un site boursier, on vous demande maintenant, il y a des questionnaires, votre degré de préparation, etc. etc. Est-ce que vous connaissez les produits compliqués ou non? Bon, maintenant, il y a des petits filtres. Mais je pense qu'il faut savoir ce qu'on fait. C'est clair que déjà, la santé... c'est un sujet qui est compliqué. Les temps sont beaucoup plus longs. Développer un produit en medtech de 0 au marquage CE, il faut au moins 10 ans pour une valve. C'est déjà le premier. Donc il faut connaître un peu les temps. Moi, je n'investirai jamais dans l'automobile. Je ne connais pas le marché. Donc je pense qu'il faut déjà connaître le marché. Et le marché du medtech, c'est un marché qui est très peu connu en France. Premier point. Second point, Carmat, clairement, c'est un projet de long terme. Comme vous le disiez, Carmat, ce n'est pas un projet, on n'a pas de vente. J'espère qu'on en aura prochainement. Est-ce que ça ira vite ou non? Moi, j'ai mon idée, mais bon, c'est difficile à prévoir. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, d'où la volatilité. Donc, c'est une start-up. Et moi, je n'étais pas là à l'époque, mais bon, j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. Clairement, il y a une surmédiatisation du pouvoir politique pour plusieurs raisons. On en a parlé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'émotions, parce que le cœur, c'est quand même quelque chose... Je veux dire, j'ai vu des 2 dernières implantations. Ça m'a donné vraiment, ça donnait vraiment du sens à mon rôle aujourd'hui. Parce que j'ai vu des choses vraiment magiques. Le MitraClip, des gens qui ne marchaient pas depuis 3 ans, qui étaient en chaise roulante, à Bichat, pas loin d'ici. Et au bout de 2 jours, ils recommençaient à marcher. J'ai vu des choses incroyables. Mais l'implantation du cœur artificiel cardiaque, je peux vous dire que c'est quelque chose d'incroyable. Parce que vraiment, vous vous situez, si vous voulez, à une force de l'au-delà, si vous ne croyez pas en Dieu, parce que vous passez vraiment de la circulation extracorporelle du patient avec un iPad à la circulation automatisée d'un cœur artificiel. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, c'est compliqué. Donc oui, en effet, le cours, il est logique, il y a eu une surmédiatisation, beaucoup d'émotions, le cours explose.
Et moi, j'aime bien faire une comparaison. Alors, qui travaille qui est exactement dans le même domaine d'application que le nôtre, même si c'est une pompe temporaire. Donc, il y a une société qui s'appelle Abiomed. Et la société Abiomed a eu le même parcours, d'ailleurs, qui est née il y a 30 ans pour les mêmes raisons. Ils ont essayé de faire un cœur artificiel, ils n'ont pas réussi. Et après, ils ont utilisé quelque chose de plus simple, une pompe temporaire pour l'assistance ventriculaire gauche et après ventriculaire droite. Cette société a explosé également. Et au bout de 2 ans, parce que les temps étaient plus longs que ce qu'avait annoncé le CEO, donc la société s'est écroulée. Et elle est arrivée à $5. Donc c'est une société qui était quasiment évaluée à 0. Après, ils ont commencé à recruter pour le marquage CE. Ils ont eu le marquage CE, ils sont arrivés à $40. Après, ils ont montré quelques ventes en Europe, ils sont arrivés à $60. Après, ils ont eu les FDA, ils sont arrivés à $80. Après, ils ont commencé à avoir des ventes aux États-Unis, $85. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder, je n'y crois même pas moi-même, ils sont à $145, valorisés 12 milliards pour 450 millions de ventes. Donc, vous savez, quand on travaille sur une start-up, il y a tellement d'incertitudes, comme disaient les mots d'Elon Musk repris par Sacha. Une start-up, ça meurt au moins 10 fois dans sa vie. On pense qu'on va mourir 10 fois. Donc, il y a beaucoup d'aléas, beaucoup de problèmes. Et le but d'un patron de start-up, c'est justement de régler les problèmes et d'avoir beaucoup de résilience et d'y croire. Et je pense que Carmat, aujourd'hui, c'est un marché qui est énorme. D'ailleurs, on n'a pas de problème pour trouver les patients. C'est un marché qui est énorme. Je ne vais pas parler de marché, ce n'est pas pour être vénal, mais pour une population énorme. C'est une population qui va croître de manière exponentielle. Et il y a un marché. Donc, le problème de Carmat, c'est quoi ? C'est de voir comment la prothèse va fonctionner, donc ce sera la fiabilité, et comment elle va interagir avec les patients. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, je n'ai pas une boule de cristal, c'est que par rapport aux données qu'on a et ce qu'on fait tous les jours, les résultats sont encourageants, mais seul le temps le dira. Donc, il est clair que le parcours, il est facilement explicable. Moi, j'ai moi-même investi dans Carmat, et je savais pertinemment, parce que j'ai travaillé pendant 25 ans dans le medtech, qu'il faut être patient et attendre. Et ce n'est pas clairement un placement sur 1 an ou 2 ans. Oui, bonjour. Je vous remercie pour ces présentations et cet éclairage qui est vraiment très très riche. J'ai une question qui complète un peu ce qui vient d'être posé. Est-ce que vous êtes fixé un objectif d'équilibre financier et à quel horizon, si c'est le cas? Vous avez fait tous les deux des augmentations de capitaux récentes, donc qui vous donnent une certaine sécurité. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres augmentations de capital? Bien sûr, ça fait partie de la bonne gouvernance de la société. D'ailleurs, c'est le rôle des administrateurs. On ne navigue pas à l'aveugle. Donc, bien sûr, oui, on a un plan en interne que j'ai revu quand je suis arrivé, qui, je pense, au vu de mon expérience préalable, est vraiment réaliste. D'ailleurs, je pense qu'on se comporte d'ailleurs même mieux par rapport au plan. Aujourd'hui, bien sûr, on ne gagne pas d'argent, on l'investit, mais on investit de manière moins importante et de manière plus parcimonieuse, je pense. Donc oui, on a un plan. On sait, au moins on a un plan stratégique où on pense savoir où on va arriver à une position de cash flow positive ou à break-even point, dépendant comment vous voulez l'appeler. Et oui, on aura besoin de financement, ce qu'on a dit dans notre document de référence il y a 2 ans, qu'on a confirmé l'an dernier, qu'on confirmera cette année. Donc si vous allez voir notre document de référence, on a toujours dit, c'était l'an dernier, qu'on aurait eu besoin, l'an dernier, jusqu'à cette atteinte de cette position de cash flow positive de 150 millions d'euros, à peu près, 150 et quelques. On en a levé 53, donc ça veut dire que jusqu'à l'atteinte du break-even, on aura besoin encore de 100 millions d'euros. Donc ça, on l'a toujours dit, toujours déclaré. Bonsoir, une question pour Monsieur Piat. Vous nous avez indiqué, je crois, un prix de revient du cœur artificiel Carmat de 180 000 euros. Alors, moi je n'ai... J'ai bien entendu, j'ai pas fini. Donc c'était bien à peu près ça, je crois. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ce prix de revient élevé pourrait constituer un frein finalement au développement du marché donc de la vente à terme de ce cœur artificiel? Et est-ce que vous anticipez des baisses de prix de revient à terme significatives du cœur artificiel? Alors, je l'ai dit ce soir ou... Non, ça a dû m'échapper, mais et je veux pas vous faire peur, mais il pourrait même être plus élevé aujourd'hui, ce qui ne serait pas surprenant, ce qui est du prototypage. Non, mais alors plus sérieusement,
la commercialisation, si on la commence l'an prochain, clairement, l'idée, c'est d'arriver à des coûts de production qui nous permettraient d'arriver sur des marges brutes qui sont en ligne avec le dispositif médical, donc qui sont en général largement supérieurs à 50%. Quand on arrivera aux cadences de production de fin d'année, je pense qu'on sera à des coûts de production qui sont largement moindres par rapport à ce que vous avez évoqué. Il est clair que ça ne serait pas, rentable et possible de commercialiser un produit à moins qu'on le vende à 500 000 €. Mais alors là, je pense que l'accès au marché serait fortement compromis, voire impossible. Non, on sera largement plus bas. Et c'est d'où la raison également des robots, bien sûr. Mais je pense qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de travailler sur tous ces aspects-là. Et le site de production et le système d'information vont nous aider, avec les volumes, bien sûr, à baisser les coûts de production d'une manière assez importante. Maintenant, je ne peux pas vous dire à quel point on peut arriver, mais notre but, d'ici quelques années, c'est d'arriver à des marges brutes en moyenne avec les secteurs d'activité où on opère. Donc, des marges très compétitives. Donc, ça veut dire un coût de production qui est contenu par rapport au prix de vente. Bonsoir. Moi, j'avais une question concernant la taille des personnes à qui on implante le cœur artificiel. Aujourd'hui, semble-t-il, ce sont des personnes qui ont des gabarits assez importants. D'ailleurs, dans votre présentation, vous mettiez qu'il y avait 89% c'était compatible à 89% des hommes et 14% des femmes. Donc, ma question, c'était comment Carmat, je comprends bien qu'il y ait des tests et des pivots, comment Carmat se projette par rapport à ça pour envisager peut-être un cœur un peu plus petit pour des personnes de plus petits gabarits. Alors, merci pour la question. J'ai 3 points. Donc, le premier point, la bonne nouvelle, c'est que 89%, c'était vraiment ce qu'on pouvait penser dans le passé. Notre peur, quand on a commencé à implanter sur l'humain, c'est qu'on ne puisse pas refermer le thorax. Donc on était très conservateur. Et le dernier patient nous a permis de comprendre que la limite est vraiment différente et on peut avoir accès à beaucoup plus de patients que ce qu'on pouvait penser dans le passé. Bon, donc on utilise des acquisitions d'images avec un scanner 3 dimensions qu'on a inventé. Bien sûr, il y a beaucoup de flexibilité dans l'acquisition, etc., etc. Donc le 89%, je dirais, c'est aléatoire. Je pense que chez l'homme, en fin de compte, ça sera très, 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 très limité. Je pense qu'on pourra implanter dans la plupart des hommes qui souffrent d'insuffisance cardiaque en classe 4. En général, ce sont des personnes qui ont des cœurs qui sont énormes. Je vais vous citer le dernier patient. Il avait entre les deux ventricules 1,4 litre de sang. Et on a explanté un cœur qui était beaucoup plus gros que notre cœur. Et ce n'est pas une sélection. Donc je pense que chez l'homme, aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de problèmes. Chez la femme, oui, vous avez raison, mais ce n'est pas trop un problème de taille, c'est plutôt un problème de configuration du thorax. On aura plus de problèmes. Alors, d'un point de vue, on parlait de commercialisation, ce n'est pas un vrai problème, parce que si on peut adresser 80% d'un marché de 200 000 patients, bon, c'est énorme. Maintenant, d'un point de vue humain et de service aux malades, notre but, c'est, une fois qu'on aura établi la prothèse qui sera commercialisée, on est en train de travailler déjà avec Adobe, avec du 3D printing, sur une configuration différente du cœur qui nous permettra d'avoir accès à des morphologies qui sont plus petites. Mais aujourd'hui, je pense que la limite qu'on s'était fixée est beaucoup moindre, parce que notre peur, c'était vraiment de pouvoir fermer le thorax, et on s'est rendu compte sur des patients qu'en fin de compte, le cœur qui n'est pas sphérique permet d'être implanté dans des thorax qui sont en fin de compte pas aussi grands qu'on pensait qu'il était nécessaire qu'ils soient. Tout d'abord, merci pour les 2 présentations. Ma question concerne la concurrence. Carmat est une medtech. Par contre, dans le secteur de biotech, il y a des sociétés qui font la thérapie cellulaire pour le cœur. Vous ne voyez pas, c'est une concurrence. Et la question pour Monia Kenya, c'est pareil. Est-ce que vous avez des concurrents? Merci. Alors, moi j'espère que ces concurrents vont aller plus vite que ce qui n'est prévu, parce que moi, j'ai 47 ans aujourd'hui. Seul Dieu sait comment je serai dans 30 ans. Et honnêtement, on espère tous avoir des
des thérapies moins invasives. C'est l'évolution. Sacha disait, dans le temps, on faisait des bypass, maintenant on met des stents. Il y a même des stents bioabsorbables qui ont été développés. Donc oui, et c'est dans notre plan de marche, bien sûr, pour voir quel est l'arc de temps, l'horizon temps disponible pour Carmat. Alors moi, je voudrais... Alors il y a la thérapie transgénique. Alors, je vais vous donner un cas. En 2000, quand on a lancé les stents chez Johnson, on avait développé plein de thérapies à base de cellules souches. On est en 2018, vive les stents. Ça a été nulle part. C'est très compliqué. C'est très difficile. Il faut localiser la lésion. On ne comprend pas très bien vraiment quel type de cellules souches et comment elles agissent. Donc, en 2000, il y avait déjà beaucoup d'études, notamment avec le MyoStar chez Johnson. Et notre but en 2007 était déjà de remplacer les stents. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de temps. Ça, c'est le premier point. Après, il y a des autres thérapies avec des polymères biorésorbables. Il y a une société très intéressante qui est d'ailleurs l'idée par un Français. Ça s'appelle Xeltis. Mais là encore, je pense qu'il va falloir beaucoup d'études. Donc moi, mon espoir pour les gens, c'est qu'ils arrivent à développer des concepts et puis des thérapies assez rapidement. Mais je pense que ça va être toujours du pas par pas. Donc on va commencer avec des valves. Alors maintenant, remplacer un cœur avec des thérapies transgéniques ou avec des polymères biorésorbables ou avec une combinaison des deux, je pense que là, il va falloir beaucoup de temps. Donc j'espère qu'on le verra très tôt. J'espère que je le verrai de mon vivant. Mais je ne suis pas sûr qu'on a, à mon humble avis, en discutant avec les sachants, on a au moins 20 ou 30 ans devant nous avant de pouvoir voir une thérapie qui puisse remplacer un cœur artificiel. Si vous prenez aussi le cas de Intuitive Surgical, que je connais bien aussi, et de leur succès, eux, ils ont le droit de communiquer aux États-Unis. Il y a la communication sur la santé en France, et notamment sur le medical device, et sur toutes les technologies innovantes, elle est interdite. C'est-à-dire que toutes les choses sont réservées aux sachants ou aux médecins, mais le patient, lui, il n'a aucune information. Il va envoyer de l'argent à un centre pour le cancer, etc. Il ne sait pas ce qui se passe. Aux États-Unis, les actionnaires, ils sont bien plus informés que les Français. Moi, je pense que le problème, il est ailleurs. Là, on parle à la marge des 23%. On a un train qui nous arrive en pleine face, là, nous tous. Hein. Et je pense que de toute façon, à un moment donné, il va falloir que le pouvoir politique et les sociétés industrielles se mettent autour de la table. Parce que le stent, ça posait aucun problème. Parce que le stent, quand on l'a lancé le 15 avril 2002, 2 000 €. Et les stents, on a multiplié les procédures par je ne sais pas combien, pas 10, mais peut-être 5 ou 8 fois. Alors, ça aurait été impossible à surmonter. C'était un marché qui est passé d'1 milliard à 6 milliards. Oui. Et si on n'avait pas réduit les prix, il serait à 30 milliards. Donc on ne mettrait pas de stent à tout le monde. Aujourd'hui, on ne dit pas non à un stent. Parce qu'un stent, si vous allez en Allemagne, vous pouvez l'acheter à 50 000 €. À 50 €, excusez-moi. Oui, 50 €. Je sais bien. On est passé de 2 000 à 50. Oui. Donc le jeu, il est où? C'est comprendre comment on peut abaisser les coûts et discuter intelligemment. Et la concurrence joue un rôle. Maintenant, les valves aortiques. C'est ça le vrai problème, valves aortiques. Maintenant, les patients, le stent, c'était simple. Une petite maille, on ouvre et les patients vivent à 75 ans. Maintenant, les valves, c'est plus challenging. Des tissus, des contrôles et tout ça. La valve, c'est... Bon, en Allemagne, moins, c'est 6, 7, 8 000 €. En France, c'est encore 20 000 €. On ne peut pas mettre des valves à tout le monde et on fait des choix. Il faut être honnête. Donc, aujourd'hui, on fait des choix. Maintenant, on va penser qu'on va produire les valves pour rien et on pourra mettre des valves à tout le monde. Après, il y aura le problème de l'assistance mécanique. Et moi, je pense que, comme pour l'hépatite C, il va falloir que les gouvernements et les pouvoirs politiques commencent à discuter avec les industriels commencent à discuter avec les pouvoirs politiques. Et j'aime bien ce cas de chez Gilead, parce qu'aux États-Unis, les patients ont acheté des pages publicitaires pour dire c'est une honte, c'est 100 000 $ le traitement, mon voisin va mourir demain parce qu'il n'a pas l'assurance. Par contre, en Égypte, Gilead, le même traitement, c'est 500 € par personne. Pourquoi ? Parce que Gilead a été voir le gouvernement égyptien et a dit écoutez, si vous me garantissez 50 millions € l'année pendant 10 ans, moi je donne en licence ma molécule et vous pouvez traiter tous les patients qui en ont besoin. Donc je pense que la santé, le système, il est arrivé à un moment de rupture. On vieillit tous. On n'aura jamais les moyens de soigner des gens de 85 ans avec plein de maladies. C'est impossible, ça coûte trop cher. Il faut revoir le système et le système doit être vu
les gouvernements, avec les sociétés savantes et l'industrie. Parce qu'on ne peut plus continuer, parce qu'on ne peut pas alimenter le système avec des dépenses, avec des technologies de plus en plus chères. Carmat, ça sera un exemple. Donc moi, j'espère que dans 10-15 ans, si un patient a besoin d'un Carmat ou de quelque chose d'autre d'aussi coûteux, parce qu'il aura 85 ans, il pourra l'avoir sans problème. Et c'est possible. Parce que les technologies nous permettront de produire un cœur Carmat pour, j'en suis sûr, moins de 2000 €. Et on pourra traiter des patients pour pas cher. Par contre, on a besoin de... Ben oui, bien sûr, mais tout est... Un stent, vous savez combien ça coûtait un stent à produire en 2002, un stent recouvert de médicaments? 600 $. Et on faisait des sauts périlleux. Aujourd'hui, 20 €. 20 € le ballon, la molécule et tout ça. C'est pas un problème. Ça, la technologie, on arrive toujours avec rembourser. Le problème, c'est comment on fait, et c'est un problème de discussion. C'est un problème de discussion entre les industries, etc., etc. Donc je pense que le système va arriver, parce qu'en vieillissant, on a besoin de thérapies qui sont très coûteuses. Vous voyez, les valves, ça n'existait pas, des thérapies comme ça. Maintenant, les valves, les mitraclips, c'est à coût de 20-25 000 €. Et donc, ce n'est pas soutenable. On ne peut pas traiter tout le monde. Donc, je pense que c'est un problème de discussion sereine, et on doit revoir le système complètement. Parce qu'avec des patients, avec une population qui va arriver à 85, 90, 95 ans, c'est plus gérable. Donc là, on arrive à la fin du système. Et le système doit être repensé totalement. Et ce n'est pas avec les health economics, avec un remboursement, avec, disons, des savings sur ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que la population vieillissante est en train d'augmenter. L'NHS, le système anglais, pour être assez cynique, quand on fait des études de health economics, ça ne les intéresse même pas, parce qu'ils le disent, la mort nous coûte moins cher qu'un patient qui survit. Ben oui, ça, on avait bien compris. Bonsoir. Une question pour Monsieur Pia. Est-ce que vous avez des plans de développement sur la Chine ou pas? Bon, alors, là, je vais être extrêmement pragmatique. Le plan de développement est très simple. On va commencer par le marché. Ça sera la loi du 80-20. À cause des limites justement des systèmes de remboursement, on aura accès, 80% des volumes seront générés entre l'Allemagne, les États-Unis, et pour être poli, on va mettre la France et la France. Et on va s'arrêter là. Et je pense que la Chine, aujourd'hui, elle s'est beaucoup développée en cardiologie. On a des centres énormes, mais ils sont encore un peu loin de ces technologies très évoluées. Aujourd'hui, vous regardez la Chine, on fait beaucoup de stents. Maintenant, le stent, c'est devenu une thérapie de base. Ils commencent à faire de la chirurgie, ça commence, avec les chirurgiens européens qui vont leur apprendre. Mais on ne met pas encore beaucoup de valves. Donc, je pense qu'ils ont besoin de travailler sur les défibrillateurs, tout ce qui est arythmie et thérapie valvulaire. Et je pense que l'assistance mécanique, ça viendra, là, il y a encore un peu de temps. Donc, il faut qu'ils aillent step by step. Ils avaient beaucoup de retard au niveau de la cardiologie. Ils sont en train de le combler. Mais je pense que l'assistance mécanique, pour eux, c'est encore très lointain, même s'ils ont montré beaucoup d'intérêt. Donc, pour vous, c'est avant 5 ou 10 ans, il ne se passe rien? Alors, voilà, je ne veux pas être péremptoire, mais à 99,9%, je ne pense pas. On pourrait faire quelques cas compassionnels, ça c'est pas interdit. Et d'ailleurs, ils voulaient qu'on le fasse, mais commercialiser, je ne pense pas. Merci. Très bien, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Moi, peut-être juste une dernière question. D'accord. Je suis juste là. Je voudrais connaître en fait les sources et puis les montants des aides financières publiques que vous avez reçues. Alors, nous, c'est la raison pour laquelle on existe. Carmat, c'est, je disais, un heureux concours de circonstances. Il fallait les ressources et les moyens. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre cœur artificiel aujourd'hui à notre niveau d'avancement et de sophistication, parce qu'il faut des centaines de millions d'euros. Donc la raison pour laquelle Carmat est là aujourd'hui, il faut reconnaître ce qui est, c'est grâce au pouvoir public. Donc c'est l'amorçage qui a été fait par Oseo. Ça a été également la contribution de la BPI au tour précédent de 17 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Donc clairement, c'est un projet qui n'existerait pas s'il n'avait pas été amorcé par de l'argent public. Parce que personne, ni des fonds américains, à ce stade de développement et avec aucun succès dans les cœurs artificiels jusque maintenant, aucun fonds privé n'aurait mis autant d'argent. Donc il est clair que l'argent public a été une cause nécessaire et importante à l'amorçage et au début de l'activité de Carmat.
Merci à tous, en tout cas, d'être venus aussi nombreux, et un petit cocktail vous attend.